Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, sixième vidéo déjà, le temps passe incroyablement vite malgré ce confinement, grâce à toutes les activités et toutes les réflexions que l'on peut porter sur soi et sur le monde en ce moment. Alors, je voulais vous faire part d'une de mes dernières lectures, d'une découverte d'un auteur qui s'appelle Yasmina Khadra. C'est un auteur qui est né en Algérie, dans le Sahara algérien en 1955, et qui a écrit ce livre que j'ai trouvé absolument sublime, qui s'appelle L'attentat. Alors, je me propose de vous en lire quelques extraits uniquement du début pour vous donner envie de lire ce livre. Je trouve qu'il a une écriture absolument fascinante et très, très belle, très fluide. Ce livre, je l'ai dévoré en quelques heures et ça nous tient en haleine. On a envie de savoir. Ça parle d'un sujet lourd qui est les attentats, les relations israélo-palestiniennes aussi, sous un tout autre regard que l'on peut avoir officiellement et traditionnellement. Voilà. Alors, je chausse mes lunettes hein, et puis je vais vous lire des extraits. Je ne me souviens pas d'avoir entendu la déflagration. Un sifflement peut-être, comme le crissement d'un tissu que l'on déchire, mais je n'en suis pas sûre. Mon attention était détournée par cette sorte de divinité autour de laquelle essaimait une meute d'ouailles, alors que sa garde prétorienne tentait de lui frayer un passage jusqu'à son véhicule. « Laissez passer, s'il vous plaît, écartez-vous !» Les fidèles se donnaient du coude pour voir le cheikh de plus près, effleurer un pan de son camis. Le vieillard révéré se retournait de temps à autre, saluant une connaissance ou remerciant un disciple. Son visage ascétique brillait d'un regard tranchant comme la lame d'un cimeterre. J'ai essayé de me dégager des corps en transe qui me broyaient sans succès. Le cheikh s'est engouffré dans son véhicule, a agité une main derrière la vitre blindée, tandis que ses deux gardes du corps prenaient place à ses côtés. Puis, plus rien. Quelque chose a zébré le ciel et fulguré au milieu de la chaussée, semblable à un éclair. Son onde de choc m'a atteint de plein fouet, disloquant l'attroupement qui me retenait captif de sa frénésie. En une fraction de seconde, le ciel s'est effondré, et la rue, un moment engrossée de ferveur, s'est retrouvée sans dessus-dessous. Le corps d'un homme ou bien d'un gamin a traversé mon vertige tel un flash obscur. Qu'est-ce que c'est ? Une crue de poussière et de feu vient de me happer, me catapultant à travers 1000 projectiles. J'ai le vague sentiment de m'effilocher, de me dissoudre dans le souffle de l'explosion. À quelques mètres, ou bien à des années-lumière, le véhicule du cheikh flambe. Des tentacules voraces l'engloutissent, répandant dans l'air une épouvantable odeur de crémation. Leur bourdonnement doit être terrifiant. Je ne le perçois pas. Une surdité foudroyante m'a ravie au bruit de la ville. Je n'entends rien, je ne ressens rien. Je ne fais que planer, planer. Je mets une éternité à planer avant de retomber par terre groggy, démaillé mais curieusement lucide, les yeux plus grands que l'horreur qui vient de s'abattre sur la rue. À l'instant où j'atteins le sol, tout se fige. Les torches par-dessus la voiture disloquée, les projectiles, la fumée, le chaos, les odeurs, le temps. Seule une voix céleste surplombant le silence insondable de la mort chante « Nous retournerons un jour dans notre quartier ». Ce n'est pas exactement une voix, ça ressemble à un frisili, à un filigrane. Ma tête rebondit quelque part. « Maman !» crie un enfant. Son appel est faible mais net, pur. Il vient de très loin, d'un ailleurs rasséréné. Les flammes, dévorant le véhicule, refusent de bouger, les projectiles de tomber. Ma main se cherche au milieu du cailloutis. Je crois que je suis touchée. J'essaie de remuer mes jambes, de relever le cou. Aucun muscle n'obéit. « Maman !» crie l'enfant. Je suis là, Amine. Et elle est là, maman, émergeant d'un rideau de fumée. Elle avance au milieu des éboulis suspendus, des gestes pétrifiés, des bouches ouvertes sur l'abîme. Un moment, avec son voile latessant et son regard martyrisé, je la prends pour la Vierge. Ma mère a toujours été ainsi, rayonnante et triste à la fois, telle un cierge.
Lorsqu'elle posait sa main sur mon front brûlant, elle en résorbait toute la fièvre et tous les soucis. Elle est là. Sa magie n'a pas pris une ride. Un frisson me traverse des pieds à la tête, libérant l'univers, enclenchant les délires. Les flammes reprennent leur branle macabre, les éclats, leur trajectoire, la panique, ses débordements. Un homme haillonnant, la figure et les bras noircis tentent de s'approcher de la voiture en feu. Il est gravement atteint pourtant, mu par on ne sait quel entêtement. Il cherche coûte que coûte à secourir le cheik. Chaque fois qu'il pose sa main sur la portière, une giclée de flammes le repousse. À l'intérieur du véhicule, les corps piégés brûlent. 2 spectres ensanglantés progressent de l'autre côté, essayent de forcer la portière arrière. Je les vois hurler des ordres ou de douleur, mais ne les entends pas. Près de moi, un vieillard défiguré me fixe d'un air hébété. Il ne semble pas se rendre compte que ses tripes sont à l'air, que son sang cascade vers la fondrière. Un blessé rampe, sur les gravats, une énorme tache fumante dans le dos. Il passe juste à côté de moi, gémissant et affolé, et va rendre l'âme un peu plus loin, les yeux grands ouverts, comme s'il n'arrivait pas à admettre que ça puisse lui arriver, à lui. Les 2 spectres finissent par casser le pare-brise, se jettent à l'intérieur de la cabine. D'autres survivants arrivent à la rescousse. À main nue, ils décortiquent le véhicule en feu, brisent les vitres, s'acharnent sur les portières et parviennent à extraire le corps du cheik. Une dizaine de bras le transportent, l'éloignent du brasier avant de l'établir sur le trottoir, tandis qu'une nuée de mains s'escrime à éteindre ses vêtements. Une foultitude de picotements se déclare dans ma hanche. Mon pantalon a presque disparu, seuls quelques pans calcinés continuent de me draper par endroits. Ma jambe repose contre mon flanc, grotesque et horrible à la fois. Un mince cordon de chair la retient encore à ma cuisse. D'un seul coup, toutes mes forces me désertent. J'ai le sentiment que mes fibres se dissocient les unes des autres, se décomposent déjà. Les ululements d'une ambulance m'atteignent enfin, petit à petit. Les bruits de la rue reprennent leur cours, déferlent sur moi, m'assourdissent. Quelqu'un se penche sur mon cœur, et mon corps m'ausculte sommairement et s'éloigne. Je le vois s'accroupir devant un amas de chair carbonisée, lui tâter le pouls puis faire signe à des brancardiers. Un autre homme vient prendre mon poignet avant de le laisser tomber. Celui-là est fichu, on peut rien pour lui. J'ai envie de le retenir, de l'obliger à revoir sa copie. Mon bras se mutine, me renie. « Maman !» reprend l'enfant. Je cherche ma mère dans le chaos. Ne vois que des vergers qui s'étendent à perte de vue. Les vergers de grand-père, du patriarche. Un pays d'orangers où c'était tous les jours l'été. Et un garçon qui rêve en haut d'une crête. Le ciel est d'un bleu limpide. Les orangers n'en finissent pas de se donner la main. L'enfant a 12 ans et un cœur en porcelaine. À cet âge de tous les coups de foudre, simplement parce que sa confiance est aussi grande que ses joies, il voudrait croquer la lune comme un fruit, persuadé qu'il n'a qu'à tendre la main pour cueillir le bonheur du monde entier. Une ambulance arrive en marche arrière, les portières grandes ouvertes, me jette, des bras m'attirent à l'intérieur de la cabine et me rejette presque au milieu d'autres cadavres. Dans un dernier soubresaut, je m'entends sangloter. Dieu, si c'est un affreux cauchemar, faites que je me réveille tout de suite. Quelques heures plus tard. Va-t-on m'expliquer ce qui se passe à la fin, dis-je? Le docteur Ross se donne un coup de rein pour se détacher de la paroi contre laquelle il était adossé et regagne la réception où 2 infirmières, visiblement aux abois, feignent de consulter l'écran de leur ordinateur. Navid, un proche, prend son courage à 2 mains et me demande « Est-ce que Silem est à la maison, ma femme ?» Je sens mes mollets fléchir, mais je me ressaisis vite. Pourquoi ? Est-ce qu'elle est à la maison, Amine ? Son ton se veut insistant, mais son regard s'affole déjà. Une serre glaciale me froisse les tripes, coincée dans mon gosier. Ma pomme d'Adam m'empêche de déglutir. Elle n'est pas encore rentrée de chez sa grand-mère, fais-je. Elle est partie il y a 3 jours à Kafr Kana, près de Nazareth, rendre visite à sa famille. Où veux-tu en venir? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, là? Navid avance d'un pas. L'odeur d'une transpiration m'embrouille, m'exaspère. Le
double le trouble en train de m'envahir. Mon ami ne sait plus s'il doit me prendre par les épaules ou garder ses mains sur lui. Mais qu'est-ce qu'il y a, bon sang? Tu es en train de me préparer au pire ou quoi? L'autocar qui transporte Siem a eu un problème en route. Il s'est renversé, n'est-ce pas? C'est ça que tu es en train de me dire? Il ne s'agit pas d'autocar, Amine. Alors quoi? Nous avons un cadavre sur les bras et il nous faut mettre un nom dessus, dit un homme trapu aux allures de brute en surgissant derrière moi. Je me retourne vivement vers Navid. Je crois qu'il s'agit de ta femme, Amine, cède-t-il. Mais nous avons besoin de toi pour en être sûr. Je me sens me désintégrer. Quelqu'un me saisit par le coude pour m'empêcher de m'écrouler. L'espace d'une fraction de seconde, l'ensemble de mes repères se volatilise. Je ne sais plus où j'en suis, ne reconnais même plus les murs qui ont abrité ma longue carrière de chirurgien. La main qui me retient m'aide à avancer dans un couloir évanescent. La blancheur de sa lumière me cisaille le cerveau. J'ai l'impression de progresser sur un nuage, que mes pieds s'enfoncent dans le sol. Je débouche sur la morgue comme un supplicié sur l'échafaud. Un médecin veille sur un autel. L'autel est recouvert d'un drap maculé de sang. Sous le drap maculé de sang, on devine des restes humains. J'ai soudain peur des regards qui se tournent vers moi. Mes prières résonnent à travers mon être telle une rumeur souterraine. Le médecin attend que je récupère un peu de ma lucidité pour tendre la main vers le drap, guettant un signe de la brute de tout à l'heure pour la retirer. L'officier secoue le menton. Mon Dieu, m'écriai-je. J'ai vu des corps mutilés dans ma vie, j'en ai raccommodé des dizaines. Certains étaient tellement abîmés qu'il était impossible de les identifier, mais les membres déchiquetés qui me font face là sur la table dépassent l'entendement. C'est l'horreur dans sa laideur absolue. Seule la tête de Siem, étrangement épargnée par les dégâts qui ont ravagé le reste de son corps, émerge du flot, les yeux clos, la bouche entr'ouverte, les traits apaisés comme délivrés de leurs angoisses. On dirait qu'elle dort tranquillement, qu'elle va soudain ouvrir les yeux et me sourire. Cette fois, mes jambes fléchissaient. Ni la main inconnue, ni celle de Navid ne parviennent à me rattraper. La brute reprend la parole. « Je suis le capitaine Moshe. » Navid Ronen l'accompagne 2 pas derrière. Il ne paie pas de mine, mon ami Navid. Il paraît dépassé, supplanté. Malgré ses galons supérieurs, il est soudain relégué au rang de figurant. Le capitaine brandit un document. « Nous avons un mandat de perquisition, docteur Jaafari. » De perquisition? Vous avez très bien entendu. Je vous prie de nous accompagner chez vous. J'essaye de déceler une quelconque lueur dans les yeux de Navid. Mon ami regarde par terre. Je me retourne vers le capitaine. Mais pourquoi chez moi? Le capitaine plie le document en 4 et le glisse dans la poche intérieure de sa veste. D'après les premiers éléments de l'enquête, le démembrement que le corps de votre épouse a subi présente les blessures caractéristiques des kamikazes intégristes. Je distingue nettement les mots de l'officier, mais n'arrive pas à mettre un sens dessus. Quelque chose se grippe dans mon esprit, pareil à une coquille qui se referme subitement sur une menace extérieure. C'est Navid qui m'explique. Il ne s'agit pas d'une bombe, mais d'un attentat suicide. Tout porte à croire que la personne qui s'est fait exploser au restaurant est ta femme, Amine. La terre se dérobe sous mes pieds, pourtant je ne sombre pas. Par dépit ou par désistement, je refuse d'entendre un mot de plus. Je ne reconnais plus le monde où je vis. Je vous laisse sur ce suspense. Que va-t-il se passer? Quelles vont être les conclusions? Cette histoire va nous tenir en haleine pendant
plusieurs mois, plusieurs semaines pendant la convalescence d'Amine. Ça va être un parcours personnel, un parcours initiatique pour cette nouvelle vie qui va commencer après le choc de la nouvelle. Voilà. Eh bien, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous procurer ce livre de Yasmina Khadra, L'attentat. Alors, pas chez Amazon évidemment. Essayez d'appeler votre libraire, peut-être qu'il peut vous l'envoyer, peut-être que si vous l'avez, relisez-le. Le Furet du Nord expédie et met aussi des livres en ligne. N'hésitez pas, gratuitement, n'hésitez pas pendant tout le confinement à consulter ce site. Et puis vos petits libraires qui doivent souffrir du confinement car ils ne peuvent pas vendre, peut-être qu'ils peuvent malgré tout vous l'expédier ou faire des points de livraison. Voilà. Merci de mettre des pouces bleus, de partager cette vidéo, de partager notre événement feu d'artifice, d'inviter vos amis. Et je vous souhaite une belle journée, ou une belle soirée. Et je vous dis à demain.